d'enlèvement, Alino Fasso a été arrêté en bonne et due forme en territoire ivoirien. C'est du moins ce qu'affirme le ministre porte-parole du gouvernement ivoirien hier, mercredi, à l'issue du Conseil des ministres. L'arrestation de l'activiste burkinabé serait-elle la face cachée d'une crise diplomatique entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire? En tout cas, beaucoup de supputations en cours, on en parle dans cette émission. Et puis, nous parlerons de l'AES et de sa relation avec l'Algérie. Question d'analyser les enjeux d'un rapprochement ou d'une distanciation. Voilà donc les deux sujets enrôlés pour ce regard sur l'avenir. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de M. Martin Sawadogo. M. Sawadogo est analyste politique. Bonjour M. Sawadogo. Bonjour M. Davira, bonjour aux téléspectateurs de C360. Merci. Deuxième invité pour opiner sur ces deux sujets d'actualité, Dr Hyacinthe Ouedraogo, il est le coordinateur adjoint du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA. Bonjour docteur. Oui, bonjour M. Dabira, bonjour à tous les téléspectateurs. Troisième invité qui nous rejoindra depuis le Bénin via la technologie Zoom, Souleymane Abzat. Il est le coordinateur adjoint de la Campao Bénin. Bonjour M. Abzat. Bonjour à vous, M. Hamzat. Bonjour, M. Dabira. Bonjour, co-panélistes. Bonjour à la Galapagos. Bonjour, M. Dabira. La compagnie de C360 à son PDG et à toute la galaxie patriotique panafricaine. Merci à vous, M. Hamzat. Alors, le premier sujet, c'est l'arrestation du concitoyen Alino Fasso en territoire ivoirien. Eh bien, je vous l'assure, on ne disparaît pas en République de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'enlèvement forcé ni d'exécution sommaire, encore moins de torture. Nous sommes respectueux des droits de l'homme. Une déclaration du ministre porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly. Nous l'écoutons avant de revenir sur le plateau pour des clés de lecture. Bien, je ne veux pas rentrer dans le sensationnel. Personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. C'est vrai que très souvent, c'est des choses que l'on lit ou que l'on entend. Mais vous devez savoir que toutes les interpellations se font dans les règles de l'art. Et je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours. Donc, je ne peux pas en dire plus. Mais vous savez très bien que tout est fait dans la transparence. Lorsque cette procédure arrivera à son terme, vous aurez, comme cela se fait d'habitude, toujours dans ce souci de transparence et de redevabilité, un communiqué donc, du procureur de la République. Donc pour le moment, oui, il n'est pas porté disparu. Il a été arrêté en bonne et due forme, parce que certainement, il y a des choses qui lui sont reprochées. Attendons donc le communiqué du procureur une fois que la procédure sera arrivée à son terme. En tout cas, je vous rassure, on ne disparaît pas en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'enlèvement forcé, il n'y a pas d'exécution sommaire, il n'y a pas de torture. Tout cela peut subsister dans le fantasme donc, de certaines personnes qui ne savent pas que les choses ont changé, que nous sommes respectueux des droits de l'homme, que nous sommes respectueux donc, des procédures. Peut-être que cela a pu être vrai, mais ce n'est plus le même pays, ce n'est plus la même époque. L'information avait été déjà portée à l'opinion par la femme de l'activiste qui demandait de l'aider à retrouver son mari qui avait mystérieusement disparu. Mais selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, il a été arrêté en bonne et due forme. Beaucoup de supputations autour. Comment est-ce que vous analysez cette actualité, M. Sawadogo? Alors, je vais revenir d'abord sur les propos du porte-parole du gouvernement. Il dit que certainement, il lui a reproché des choses. Le terme exact devait être plutôt probablement. Au lieu de certainement, là on est dans l'assurance. Si on dit certainement, il lui reprochait quelque chose, mais ça veut dire qu'ils ont déjà rendu leur verdict avant même de faire le jugement. Moi, je dirais plutôt que c'est probablement qu'il lui soit reproché des choses. Alors, je comprends un peu la posture du gouvernement ivoirien, parce que je crois qu'à plusieurs reprises, ce n'est plus un secret pour personne. Il y a des activistes burkinabés qui se sont réfugiés en Côte d'Ivoire et qui attaquent de façon ouverte les régimes burkinabés. Et le
gouvernement ivoirien ne fait rien pour les empêcher, pour les dissuader. Qu'il soit reproché des choses à l'Union Faso, peut-être l'amour qu'il a pour son pays et le soutien qu'il a pour le régime actuel. Ça pourrait être un élément. À part cela, je ne crois pas qu'il y ait un délit ou un crime qui puisse lui être reproché. En tout état de cause, je comprends le message que le gouvernement burkinabé et ivoirien veut envoyer. Ça veut simplement dire que toute personne qui a de la sympathie pour le gouvernement actuel du Burkina Faso et toute personne qui éprouve de la sympathie et de la compassion pour le peuple burkinabé, pour ce qu'il traverse, n'est plus en sécurité en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est le message que ça envoie. Parce que, comme dit l'adage, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Au-delà de ça, je ne crois pas qu'il puisse y avoir quelque chose de concret, des actes d'espionnage ou de déstabilisation ou de participation quelconque contre la sécurité de la Côte d'Ivoire. Ok, merci. Alors, docteur, comment est-ce que vous analysez cette affaire qui devient finalement une affaire d'État, parce que d'après qu'il était soupçonné d'espionnage, mais beaucoup de supputations autour, comme l'a dit M. Sawadogo, on le sait, très engagé auprès des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, très amoureux de la dynamique impulsée en ce moment par le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso. Est-ce que ça pourrait être un élément aujourd'hui qui joue à sa défaveur et qui lui vaut aujourd'hui cette interpellation? Oui, je crois que le régime ivoirien doit être dans la phobie des soutiens populaires ou encore des soutiens qui se sont affichés en faveur du régime burkinabé. Quand vous abritez des gens, et à ce qu'on analyse, ce qu'on voit même, les activistes burkinabés ne résident pas simplement en Côte d'Ivoire, ils sont aussi entretenus, voire même financés pour participer. C'est ce que... Oui. Bon, pour ne pas que ça paraisse comme des affirmations fortes. Ok, en tout cas, c'est ce que les analyses nous laissent voir. J'ai des preuves. Avant même que le dossier n'arrive à son terme, les mêmes activistes qu'on reprochait d'avoir une certaine connexion avec le régime ivoirien ont commencé à nous sortir les dessous du dossier. Allez-y sur les pages de ces personnes, comme Henri Sebougo, vous allez voir. Il a commencé à dire, voilà ce qui est reproché, voilà que son portable a commencé à parler, qu'en sondant son portable, on a vu qu'il était en connexion avec un tel. Comment une affaire qu'on est en train de judiciariser, ces gens peuvent avoir des informations s'ils ne sont pas au contact du régime. Donc, je reviens à mon sujet. Si vous êtes en connexion avec des activistes, et peut-être si vous les financez, vous les soutenez, du même coup, vous êtes dans la phobie de voir d'autres personnes qui sont proches du régime burkinabé venir sur vous. Vous pouvez facilement les suspecter d'être dans les mêmes travers dans lesquels vous êtes. Ça, c'est en tout cas l'analyse que moi je fais. Le régime ivoirien, qui certainement entretient des relations avec certains activistes, a peur de certaines personnes comme Alino Faso qui se sont affichées pour le régime burkinabé, et on peut facilement l'accuser donc de travailler aussi donc à nuire. Alors, je vais finir mon idée. D'accord. C'est aussi les propos du ministre. Moi, je crois que peut-être le gouvernement tente de se racheter, de se rattraper. Sinon, au début, c'était bel et bien un enlèvement. Alino Faso était bel et bien importé. Justement, parce que s'il a été arrêté en bonne et due forme, sa femme l'aurait su. L'aurait su. Ça, c'est 3 jours, 4 jours après, que peut-être ils sont en train de mettre l'affaire dans le bon processus. Sinon, au début, tout le monde sait que Alino Faso était porté disparu. Donc, moi, je veux corriger cela. En Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, on disparaît. En Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, il y a des arrestations mystérieuses. Peut-être après, on tente de remettre cela maintenant dans le cours normal des actes judiciaires et autres. Alors, M. Soro, comment est-ce que vous voyez la forme d'interpellation? Parce que pour quelqu'un qui est arrêté en bonne et due forme, cela ne pouvait pas passer inaperçu aux yeux de son entourage, même de sa femme, qui l'a brandi et qui a appelé au secours plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Oui, évidemment que c'est un enlèvement, parce que si c'est une interpellation, on vient vous remettre une convocation. Très clairement. Et on vous dit là où vous devez vous rendre. Et quand vous vous rendrez, vous appelez votre conseil
et vous y allez, parce que tant qu'il n'y a pas eu de jugement, toute personne inculpée ou poursuivie est réputée innocent. Mais d'ores et déjà, on voit que ce n'est pas le cas. Et il a fallu que l'opinion nationale et internationale soit alertée pour qu'on essaie maintenant de rattraper le coup. Bon, ça laisse entendre déjà la façon dont la procédure va être menée. Mais je suis sûr que la vérité finira par se savoir, parce que dans tous les cas, ce sont des choses qu'on ne peut pas cacher. On va peut-être essayer d'inventer des preuves, mais tôt ou tard, ça va se savoir. Le plus important est que rapidement, il puisse recouvrer la liberté et peut-être rentrer dans son pays. Alors, monsieur et docteur, je reviens à vous. Il y a que les expressions, comme je l'ai dit tantôt, ça ressemble à une affaire d'État. Et quand le porte-parole du gouvernement dit qu'il n'y a pas d'enlèvement forcé ni d'exécution sommaire en cours, encore moins de tortures, nous sommes respectueux des droits de l'homme. Ça ressemble à un clash vis-à-vis du... Oui, ça ressemble à un clash. Là aussi, je ne suis pas totalement d'accord, parce que lui-même, il parle que le pays a changé, l'époque a changé. C'est pour dire quoi? Il est en train de remettre en cause même des régimes ivoiriens qui ont dirigé le pays avant eux. Mais sous ces mêmes dirigeants aussi, on ne parlait pas d'enlèvement et autres. C'est parce qu'eux, ils sont maintenant au pouvoir qu'ils sont à mesure de critiquer les régimes qui les ont donc précédés. Donc, attendons de voir. Peut-être que si un autre jour, un régime succède au régime Ouattara, ils vont aussi dire que leur époque est révolue par rapport donc à l'époque de Ouattara où il y avait encore des choses antidémocratiques qui se faisaient. Si je reviens à votre question, oui, moi je pense que c'est un clash et ça cache aussi cette les crise. Les deux États ne sont plus en odeur de sainteté. Oui, ça cache aussi cette crise diplomatique. Tout le monde le sait. Depuis maintenant 2 ans, ça ne va pas trop entre le pouvoir du Burkina Faso et celui de la Côte d'Ivoire. Et je pense que les récentes sorties donc, du président du Faso, qui a même dit qu'il existe un centre d'opération à Abidjan pour la déstabilisation donc, du Burkina Faso. Cela est venu donc comme cette goutte d'eau qui fait donc déborder le vase. Là, je crois que tout ce qu'on peut dire là, actuellement, c'est que entre les deux régimes, ça ne va pas. Toutes les occasions sont bonnes pour donc attaquer l'autre. Autre angle d'analyse, on le sait, des gendarmes ivoiriens étaient incarcérés un certain temps au Burkina Faso. Selon certaines lectures, cela pourrait être une réponse à cela. Est-ce que vous partagez cette lecture, M. Sawadou? Non, je ne pense pas que ça puisse être une réponse, parce que si les gendarmes ont franchi la frontière, c'est normal qu'ils soient interpellés. À l'Union Faso, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas militaire, c'est un civil. Voilà. Et c'est en toute innocence qu'il voyageait régulièrement entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire dans le cadre de ses activités. Donc je ne vois aucune raison pour qu'il soit enlevé ou qu'on fasse un amalgame avec ce qui s'est passé avec les gendarmes ivoiriens. À mon avis, il n'y a pas de rapprochement à faire. Peut-être de la part du régime ivoirien. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Le régime burkinabé ne fait que réagir aux attaques du régime ivoirien. Sinon, le Burkina, il n'y a pas de tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire à partir du sol burkinabé. Par contre, l'inverse est avéré. Voilà, donc le gouvernement burkinabé ne fait seulement que réagir par rapport à, à des attaques affichées et par rapport au fait que le Burkina veut recouvrer sa souveraineté, son indépendance vis-à-vis de la France. Ça ne plaît pas certainement au régime ivoirien, qui trouve que nous devons toujours rester dans l'esclavage. Vous voyez que c'est l'un des régimes qui a le plus condamné les changements de régime au Burkina et qui a attaqué les différents régimes de l'AIS. Donc, ce n'est un secret pour personne, c'est plutôt la Côte d'Ivoire qui nous attaque à travers son gouvernement et à travers certaines manifestations et ses comportements. Et le Burkina ne fait que réagir. Souvent sur des sujets d'actualité, dans des plateaux
plateau de débat, on a comme l'impression qu'il y a un acharnement contre le régime actuel au Burkina Faso. C'est normal cet acharnement-là, parce que ça a existé de tout temps. Quand vous défendez l'intérêt général, ceux qui défendent l'intérêt personnel seront automatiquement et systématiquement votre ennemi. Voilà. Et ce qui se passe actuellement est qu'au Burkina, on a un régime qui défend non seulement l'intérêt des Burkinabés, mais au-delà l'intérêt des Africains. Alors que pour d'autres personnes, et ça ne date pas d'aujourd'hui, pour eux, c'est d'abord l'intérêt de la France. Et même, ils ont l'indécence de dire que la France défend ses intérêts en Afrique. Alors que la France n'a pas d'intérêt en Afrique. La France ne fait qu'exploiter l'Afrique. Et quand il y a des régimes qui s'opposent à cela et qui s'engagent dans une dynamique de souveraineté, il va de soi que, comme le dit le président Traoré, ça ne plaise pas aux esclaves de salon. Alors, M. Hamzat, je suis à vous cette fois-ci. C'est vrai que vous êtes au Bénin, mais je sais que vous êtes aussi averti des questions politiques dans la sous-région. Comment est-ce qu'à distance, vous analysez cette affaire, finalement? La réception semble être très mauvaise. Monsieur Hamzat, nous revenons à vous. La réception n'est pas du tout bonne. On va espérer que la connexion, les dieux de la connexion soient avec nous d'ici la fin de l'émission. Alors, docteur, je reviens à vous avec une dernière question sur cette actualité. On a dit tantôt, ces deux États ne sont plus en odeur de sainteté. Pourtant, le bon sens voudrait que nous cohabitons pacifiquement pour le bien des populations. Alors, comment est-ce qu'on arrive à décrisper la situation entre ces deux pays? Je crois qu'il y a beaucoup de canaux par lesquels on peut passer pour aller à la décrispation. C'est bel et bien possible. Même si, comme l'a dit le grand frère Sawadogo, actuellement le régime burkinabé est comme victime d'un héritage aussi. Voilà, je le dis parce que depuis la révolution sankariste, aujourd'hui, tout le monde est unanime que c'est la même histoire là qui se reproduit. Sankara, donc, qui défend l'intérêt de l'Afrique, Sankara, donc, qui est l'espoir de la jeunesse africaine, et en face de lui, un vieux, donc le président ivoirien, Houphouët-Boigny, qui était l'incarnation, selon le pivot de la France-Afrique, et qui a tout fait pour donc nuire à la révolution burkinabé. Et c'est aujourd'hui encore, 40 ans plus tard, on assiste plus ou moins. L'histoire nous donne... L'histoire se répète. L'histoire se répète. Avec encore un jeune capitaine qui incarne l'espoir de l'AES et au-delà l'espoir de l'Afrique. Et face à lui encore, un vieux président ivoirien, Alassane Ouattara, qui encore aujourd'hui est le pivot de cette France-Afrique qui refuse donc de mourir. Et aujourd'hui donc, c'est comme si on tentait de ressusciter de vieux conflits entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et la création de l'AES n'a pas arrangé les choses. De crispation, comment on fait? Oui, finalement. Je crois que l'histoire nous unit. Même si l'histoire récente, depuis la création de l'AES encore, on voit qu'il y a beaucoup de troubles. Sinon, l'histoire nous unit. Bien avant la colonisation, bien avant donc que la colonisation ne dresse entre nous des barrières artificielles qu'on appelle frontières d'État, l'histoire nous unit. Et aujourd'hui, quand on nous dise quelle est la frontière ethnique entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. On le trouve en Côte d'Ivoire, les populations du sud-ouest se retrouvent aussi donc au niveau de la Côte d'Ivoire. Les populations Dioula, les Dagara, quand on part au sud, les Gouroussi, que ce soit les Kassena ou les Nouna, les Sissala, quand on part un peu donc vers Pau, les Kassena. Donc, il n'y a pas de frontière ethnique. Peut-être en allant vers Pau, je me suis tombé là c'est peut-être le Ghana. Le Ghana, oui. Voilà. Donc, on n'a pas de frontière ethnique entre les deux peuples. Si on rentre au niveau de, j'allais même dire au niveau de la géographie, au niveau donc climatique et autres. Là aussi, c'est vrai que nous sommes un pays sahélien, mais quand on voyage du Burkina vers la Côte d'Ivoire, on ne sent pas, il n'y a pas une coupure, il y a une transition géographique du paysage et autres jusqu'au truc. C'est au niveau politique qu'il y a des soucis. C'est au niveau politique. Quand on regarde au niveau culturel,
si au niveau ethnique, il y a une transition, donc au niveau culturel, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, même quand on dit que les frontières sont fermées entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, vous allez toujours voir que c'est au niveau des axes routiers. Sinon, au niveau de la longueur des frontières, il n'y a jamais eu donc de frontières fermées. Les populations se fréquentent mutuellement. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses nous unissent. Et quand on sait ce qui s'est passé sous la gouvernance Maurice Yameogo et puis Houphouët-Boigny, avec cette question de la double nationalité qui a failli venir, l'immigration massive des Burkinabés depuis la colonisation et même pendant la période post-indépendance là. Aujourd'hui, nos deux peuples sont fortement unis par l'histoire, par la géographie, par la culture, par beaucoup de choses. Et je crois qu'on peut miser dessus. C'est vrai que la question de l'AES, comme je l'ai dit, est venue un peu nous séparer avec la question donc, de la CEDEAO. Mais au-delà de ces questions politiques-là, beaucoup de choses nous unissent. Et je crois que les présidents peuvent aller dans ce sens-là pour nous permettre de nous retrouver tous ensemble. Alors, M. Savadogo, je viens à vous avec la même question. Je suis tenté de dire on est condamné à réussir ensemble. Alors, au niveau politique, il y a une sorte de guéguerre qui est très bien visible. Alors, comment on arrive à décrisper la situation pour le grand bonheur des populations? Oui, je ne dirais pas qu'on est condamné, on a plutôt le bonheur de réussir ensemble. Alors, en fait, il n'y a pas une opposition politique, parce que ce n'est pas toute la classe politique ivoirienne qui est contre le régime. C'est la classe dirigeante actuelle. C'est la classe dirigeante actuelle, et c'est au niveau idéologique. Comme je le disais tantôt, la plupart des présidents africains sont pris en otage par la France. Ils sont pris en otage, pourquoi? Parce qu'ils ont eu le malheur ou l'imprudence de mettre leur fortune dans l'Hexagone. Et désormais, ils sont pris en otage parce qu'ils doivent défendre leur fortune. Et périodiquement, vous assistez à des levées de boucliers à travers des ONG qui accusent les différents présidents de bien mal acquis. Donc, je crois que récemment, le petit frère du président Ado est visé par une procédure en France. Donc, vous voyez, comme l'a dit le président Traoré, la seule façon de gouverner, c'est être au service de son peuple. Et la décrispation viendra comme toujours de la part des populations. Parce que, comme l'a si bien dit docteur, ce sont les mêmes populations qui vivaient et qui vivent encore au Burkina comme en Côte d'Ivoire. Voilà, malheureusement, certaines personnes n'ont pas compris, ou du moins ils font le jeu de l'impérialisme. Mais peu importe le régime, l'époque ou la période, les populations ont toujours su dépasser les guéguerres personnelles. Les populations ont toujours su aller au-delà des régimes et des dirigeants qui sont à la solde de la France. Et je crois que dans les mois ou les années à venir, la population ivoirienne va peut-être manifester son ras-de-bol, parce que vous voyez qu'en temps, le régime Ado avait décidé qu'on n'exportait même plus les bananes et les vivres dans l'AES. Et il a fallu que les marchands et les marchandes ivoiriens montent des chronos pour dire qu'en fait, finalement, ce n'est pas les pays de l'AES qui sont pénalisés, mais c'est plutôt eux. Donc, même les sanctions qu'on a essayé d'infliger au Burkina, au Mali et au Niger, mais ils se sont vite rendus compte que c'était une balle qui s'est tirée dans les pieds. Donc, je suis persuadé que même le président Ado va revenir à la raison. Parce qu'à notre niveau, au niveau du Burkina, il n'y a rien, on n'a pas une certaine animosité se défendre envers la Côte d'Ivoire. On ne fait simplement que nous défendre et riposter à des attaques injustifiées. Voilà. Et tôt ou tard, ils vont se rendre compte que même le peuple ivoirien aspire à la même liberté à laquelle le peuple burkinabé et les peuples de l'AES sont en train d'aspirer. Monsieur Hamzat, je reviens à vous, espérant que la connexion soit aussi avec nous. Alors, clé de lecture par rapport justement à cette actualité. J'espère que vous me répondez. Plus ou moins bien. Allez-y, on va voir.
L'analyse que je fais se résume en 3 points. Le premier point, c'est que vous n'apparaissez pas sur une intelligence, soit vous êtes, on va être ministre, qui appelle le gouvernement, et que vous venez annoncer à la fin que voilà, telle personne serait arrêtée du fond. Mais si la personne a été arrêtée, mais le même jour, il y a des services qui vous font savoir à l'état de cet individu qui a été arrêté en bonne forme. Il y a les services consulaires, il y a les services de l'État. Je veux vous parler des ambassades. Mais ce n'est pas le cas. Je suis triste de constater que ce ministre du gouvernement ivoirien se permet de venir dire à Mondo Vision qu'il n'y a pas d'enlèvement en Côte d'Ivoire. Mais je lui de mémoire d'homme Monsieur Hamzat, je suis vraiment désolé de vous interrompre. La connexion n'est vraiment pas fluide. Vous n'êtes pas du tout audible. On va espérer vous retrouver une prochaine fois. Et toutes nos excuses. Hein. Voilà, donc nous allons poursuivre pour évoquer cette fois-ci le deuxième sujet, la relation AES et l'Algérie, les enjeux d'un rapprochement ou d'une distanciation. Eh bien, l'Algérie tente un rapprochement avec le Burkina Faso. L'Algérie a témoigné le 12 janvier dernier sa solidarité au peuple burkinabé à travers une aide humanitaire. 106 tonnes de vivres a été livrée au Burkina Faso. Alors, je commence par vous cette fois-ci, docteur. Comment est-ce que vous voyez la politique algérienne vis-à-vis des pays de l'AES? Avec le Burkina, ça semble aller. Avec le Niger aussi, ça semble aller. Mais avec le Mali, le torchon brûle véritablement. Je crois que avec l'Algérie, ce sont des relations, comme vous l'avez dit, des relations ambiguës. Des relations ambiguës qu'il faut prendre avec des pincettes. C'est vrai que, étant dans le bloc AES, on peut considérer l'Algérie comme étant un pays voisin ou un futur pays voisin. Donc, avec les voisins, il faut savoir manager. Ne pas les repousser, développer des politiques communes, avoir un bon partenariat, un bon voisinage, mais ne pas trop compter sur l'Algérie qui peut à tout moment souffler le chaud ou le froid. Parce qu'on sait... Un rapprochement serait dangereux? Pas dangereux. Un rapprochement avec l'Algérie est vital, est nécessaire. Comme on l'a dit avec la Côte d'Ivoire, tous nos pays voisins, du fait de la proximité géographique, il faut aussi qu'il y ait des relations de bon voisinage. Il faut donc qu'il y ait, récemment, quand la France, par l'entremise donc du président ivoirien, préparait l'attaque contre le régime du Niger, à l'époque du coup, j'arrive à l'époque du coup d'État, vous voyez que l'Algérie avait déjà interdit l'utilisation de son espace aérien par les forces françaises, par l'armée, les forces aériennes françaises. C'est déjà un atout. Et ça aussi contribue à quelque part à refroidir les ardeurs de la France qui voulait coûte que coûte une intervention au Niger. Donc, les voisins, il faut toujours savoir les manager. Mais connaissant l'Algérie, avec sa position ambiguë, et même, j'allais même dire tous les pays du Maghreb, un peu leur condescendance vis-à-vis de l'Afrique noire, il ne faut pas trop compter sur eux. Et je crois que si l'Algérie est en train de revenir à de bons sentiments envers le Burkina Faso, c'est aussi à cause des rapports difficiles qui sont en train de naître entre l'Algérie et la France. Parce que depuis qu'il y a cette question donc, de rapprochement entre le Maroc et la France, du fait que la France a reconnu cette phrase, la marocanité, ou bien c'est quoi marocanité, la marocanité donc du Sahara, ça fait que l'Algérie n'est pas contente. Et l'Algérie tente de se rattraper un peu en se rapprochant un peu de l'AES, comme si cela pourrait faire mal à la France. Donc pour moi, le rapprochement, il n'est pas mauvais, mais il ne faut pas qu'on place notre confiance sur l'Algérie comme s'il peut être un partenaire fiable. À tout moment, il peut nous lâcher pour, en tout cas, des questions qui ne sont pas aussi importantes. Alors, M. Sawadogo, comment est-ce que vous analysez justement la politique algérienne vis-à-vis des pays de l'AES? Alors, moi, je dis toujours de remonter dans l'histoire. Ce qui est dommage avec les peuples africains, souvent, c'est que
je crois qu'on a la mémoire courte et on ne tire pas des leçons de l'histoire. Ce sont les Africains qui ont payé de leur sang pour aider l'Algérie pour combattre la France coloniale et impérialiste. Je ne crois pas que dans l'histoire, l'Algérie ait dépêché des contingents militaires conséquents pour se battre auprès des militaires africains contre l'impérialisme et contre l'envahisseur français. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect est que le respect se mérite. Et à chaque fois, nous tendons la joue. Quand on nous gifle sur une joue, nous tendons encore l'autre joue. Les vivres que nous avons reçus, moi je pense que nous ne devions pas l'accepter. Nous ne devions pas. Nous ne devrions pas l'accepter. Ah bon? Nous ne devrions pas l'accepter parce qu'à chaque fois, nous nous comportons comme des mendiants. Et quand vous vous comportez comme un mendiant... C'est une main tendue. Non, cette main tendue là... En fait, c'est ça, je dis, comparaison n'est pas raison. Ça peut être un jeu de séduction. Ça peut être un jeu de séduction pour décrisper la situation avec le Mali. Et la Russie avait un sous-marin nucléaire naufragé et risquait de perdre tous les officiers et les membres d'équipage. Et les États-Unis ont proposé de l'aider, mais la Russie a complètement refusé. Jusqu'à ce que l'ensemble de l'équipage périsse. Le Burkina Faso aujourd'hui n'est pas au stade de mendier 10 ou 100 ou 20 tonnes de vivres. Le respect se mérite. Et à chaque fois que nous allons continuer de nous comporter de cette manière, personne ne va nous respecter. Ça, c'est le premier aspect. Nous ne sommes pas dans les secrets politiques, mais qu'est-ce qui dit que l'Algérie ne veut pas passer par le Burkina pour gérer, pour décrisper sa situation avec le Mali voisin, étant donné que le Burkina, le Mali et le Niger sont... Vous savez que la main qui reçoit est toujours en bas. Il faudra également que un jour, le Burkina et les peuples africains fassent des dons télévisés. 100 tonnes de vivres, c'est quoi? Pour qu'on informe la presse internationale pour cela. Oui, ça ne paraît pas insignifiant, c'est très insignifiant. Et même si c'était 1000 tonnes, le Burkina Faso doit être au-delà de ça. Et je pense que, comme l'a dit Dacier de Bindouté, il faudra que nous ayons une diplomatie commune. Si nous voulons construire une fédération, il faudra également qu'au niveau diplomatique, les rapports que nous avons avec les autres pays, que ce soit des rapports engagés et des rapports communs. J'ai suivi en temps les interventions de l'ex-premier ministre malien Choguel Maïga, qui a reçu en grande pompe les autorités algériennes à Bamako et qui disait que l'Algérie est un pays frère et un pays ami. Vous voyez, chaque fois on nous prend par les sentiments. Les autres pays ne nous ont jamais considérés comme des frères ni des amis. Ils nous ont considérés toujours seulement comme des pions, des éléments dans l'échiquier géopolitique. Comme l'a si bien dit le docteur, ce que l'Algérie est en train de faire actuellement est simplement dû au fait que le torchon brûle plus ou moins entre l'Algérie et la France. Du coup, l'Algérie sait que en tentant un rapprochement avec les pays de l'AIS, cela va faire mal à la France. Donc, il faut que nous cessions et nous refusions de jouer le jeu, d'être simplement des pions qu'on déplace au gré de ses intérêts et au gré de sa volonté. Mais une distanciation nous apporterait quoi? Je ne parle pas de distanciation. Je vais simplement dire qu'à chaque fois que nous avons des rapports avec les autres, il faudra également que nous nous mettions en avant nos intérêts. Parce que de tout temps, les autres ont mis en avant leurs intérêts. Quand le président Traoré est arrivé, il a dénoncé des accords. Mais si on avait fait les bilans des accords, et je pense pour le cas de la France, ça a été fait, les accords de non-double imposition, le Burkina n'a pas gagné un centime dans ces accords. C'est la France qui gagne plus de 50 milliards par an. C'est la même chose le plus souvent dans nos relations avec les autres pays. Les autres pays viennent vers nous parce qu'ils peuvent nous exploiter. Combien d'entreprises burkinabées ou des entreprises d'AIS il y a-t-il au Maghreb? Combien d'entreprises burkinabées ou de l'AIS y a-t-il en France? À n'importe quel moment de l'histoire, nous sommes toujours comme des pions qu'il faut déplacer au gré de ses intérêts. Et malheureusement, nous acceptons de jouer ce jeu-là. Et je trouve que c'est dommage.
l'Algérie n'a pas de rapprochement à tenter avec le Burkina. Ça doit être un rapprochement global avec l'AIS. Voilà, donc nous devons avoir une diplomatie commune. On ne sait pas si c'est le début de ce rapprochement. Défendre également nos intérêts. Comme nous ne sommes pas dans les secrets politiques. Au lieu de montrer à chaque fois que nous sommes des nécessités et des mendiants, qu'on peut venir amadouer avec quelques tonnes de vivres. Alors, M. Sawadogo, nous ne sommes pas dans les secrets politiques. Nous ne savons pas si c'est le début de ce genre de rapprochement dont vous faites cas. Alors, M. Sawadogo, clé de lecture sur cette situation, qu'est-ce que la distanciation pourrait nous amener et qu'est-ce que ce rapprochement-là pourrait nous amener en termes de, par exemple, sur le terrain sécuritaire, par exemple? Ok, merci bien pour la question. Je vais répondre un peu sur ce qu'il a dit, très important. C'est le fait que dans l'AES, on n'a pas une diplomatie commune. C'est ce qui fait d'ailleurs que entre l'Algérie et le Mali, ça peut ne pas bien marcher et ils tentent un rapprochement envers nous. Comme on a jusqu'à présent l'Algérie est en train de jouer oui, mais un double jeu au sein de oui, et ça peut même être un sujet de mésentente entre nous. Récemment, on a vu l'investiture du président du Ghana. Pourquoi est-ce que l'AES n'a pas envoyé un seul représentant? Si nous-mêmes, nous avons, en tout cas, nous avons de la considération pour l'espace qu'on est en train donc, de construire. Ça va être un signal fort que toute l'AES envoie un seul représentant. L'AES est en pleine construction. Construction. Peut-être donc, que nous, la même chose pourrait être faite. On veut que les choses aillent plus vite. Peut-être, oui, en tant que citoyen, bon, ayant aussi souffert pendant longtemps des griffes de l'impérialisme là, c'est normal qu'on soit pressé. Pressé. Donc, ce qu'il disait et sur lequel je veux revenir là, c'est ça. Qu'on tente d'aller vite dans la mise en place d'une diplomatie commune qui va obliger les États qui veulent, avec nous, un partenariat, de respecter les 3 États. Sinon, il n'y aura pas de partenariat. Et ça va donc ramener des pays comme l'Algérie là, donc, à de meilleurs sentiments envers nous. Maintenant, qu'est-ce que ça peut nous rapporter en termes d'acquis ou en tout cas en termes de gains côté lutte sécuritaire? Je crois que l'Algérie, un rapprochement, en fait, je suis sceptique même. Je suis sceptique de la véritable disposition de l'Algérie à appuyer l'AES dans sa lutte contre l'insécurité. Là aussi, il a dit, quand eux, ils avaient chaud, nous avons été à leur chevet pour leur permettre donc de triompher. C'est un peu ambigu parce qu'ils amènent des vivres pour des blessés de guerre, pour des PDI ici, pendant qu'ils acceptent volontiers que les terroristes se refusent pour attaquer le Mali. C'est ça. Voilà pourquoi je dis, actuellement, l'Algérie a toujours utilisé le Mali, ou en tout cas l'actuel AES là, comme un lieu où se cachent les terroristes qu'eux-mêmes ils ont sachés. Si aujourd'hui l'AES est stable, ça peut participer aussi de la déstabilisation ou bien de la naissance de nouvelles crises. Parce qu'il peut y avoir un reflux des groupes armés terroristes vers donc l'Algérie. Et l'Algérie a intérêt à ce que le chaos ambiant au niveau sécuritaire soit maintenu dans l'espace AES. Il faut donc se méfier. Et deuxième élément, l'Algérie n'est même pas contente de la construction de l'AES. Si l'AES parvenait à la confédération et un jour à la fédération, nous serons l'État le plus vaste d'Afrique, alors que jusqu'à présent, c'est l'Algérie qui est l'État le plus vaste. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau même de la configuration géopolitique, l'Algérie va donc reculer d'un pas au profit de l'AES. Et cela sans compter avec d'autres projets. Comme je l'ai dit, vous savez que l'Afrique noire a toujours été victime de cette domination géopolitique, non seulement de l'Europe, mais aussi des pays arabes du Maghreb. Ça aussi, monsieur le grand frère l'a dit. Et ils ont des entreprises chez nous. Il y a tellement d'entreprises marocaines, algériennes en Afrique noire. Et ils nous exploitent. Donc, voir aujourd'hui un grand État se construire et émerger, c'est contre leurs intérêts géopolitiques, stratégiques, c'est contre leurs intérêts économiques. Et tout ça mis dans la balance, moi je pense que l'Algérie est en train de jouer un double jeu. Comme je l'ai dit au début, on ne peut pas les repousser. C'est des voisins qu'il faut respecter. Mais il faut que dans notre construction structurelle là, que ce soit au niveau sécuritaire comme au niveau économique, on ne compte pas trop sur les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, qui peut à tout moment nous lâcher quand elle va sentir que notre espace va émerger et lui faire ombrage à quelque part. En tout cas, double jeu qui semble être très très bizarre. Alors, M. Sawadogo, alors, comme on l'a dit,
comme a dit le docteur Ouedraogo, est-ce que l'Algérie est en train de vouloir s'aimer de la zizanie, entre griffes, au sein des pays de l'AES? Parce qu'on ne peut pas être l'ami de l'ennemi de l'autre. Ce qui est sûr est que l'Algérie ne joue pas un jeu sincère. Voilà. Et c'est dommage que chaque fois, c'est nous les Africains qui croyons à l'amitié, sinon aucun pays au monde ne croit en l'amitié. Et tous les pays le disent de façon claire et formelle, ils ne vont vers les autres que pour leur intérêt. Donc il faudra également que nous apprenions à mettre en avant nos propres intérêts. Et si par malheur nous arrivait d'avoir la naïveté de croire qu'un pays peut être ami du Burkina et détester les autres pays de l'AES, ben ça veut dire que en ce moment-là, c'est nous-mêmes qui montrons nos failles à nos ennemis. Dans un passé récent, il y a eu un revirement de l'Algérie vers la France et en défaveur des pays de l'AES. Et ce revirement-là ne sera pas le dernier. Voilà. Parce que je crois que ce que les Africains n'ont pas encore compris est que de toute l'histoire, en passant de l'esclavage, en passant par la colonisation jusqu'au néocolonialisme, les différents peuples ont envahi l'Afrique pour leurs intérêts, les intérêts économiques. Et aujourd'hui, la France n'a aucun mal à les cacher, c'est leurs intérêts économiques et stratégiques, financiers qui défendent en Afrique. Et à chaque fois que nous allons vers les autres, en ne mettant pas en avant ces intérêts-là, nous serons toujours les perdants. Toujours. Je reviens à ce don-là. Vous pensez qu'aujourd'hui, si le Burkina voulait envoyer un don de 100 tonnes de vivres à l'Algérie, l'Algérie allait accepter? Jamais de la vie. Il n'allait jamais accepter. Parce que celui qui vous donne à manger, c'est déjà un acte de condescendance. Aujourd'hui, si l'Algérie voulait vraiment aider le Burkina, il pouvait nous envoyer des équipements militaires. Il pouvait même nous dépêcher, à titre symbolique, une centaine de soldats pour aller se battre au front. Mais l'Algérie ne le fera jamais. Donc, à chaque fois que nous allons prêter les flancs, nous méritons le traitement qui nous sera réservé. Le respect ne se mendie pas. Le respect s'impose. Et le président Sankara, à l'époque, l'a montré. Il a refusé des dons de vivres. Il a dit, si vous voulez aider vraiment le Burkina, envoyez-nous de l'engrais, envoyez-nous des tracteurs, envoyez-nous des équipements agricoles. Mais ne nous envoyez pas des vivres comme si nous étions des poulets. À un certain moment, il faut que nous imposions le respect que nous voulons. On ne négocie pas le respect. Du reste, dans les rapports avec l'Algérie, il faut savoir que l'Algérie ne vient pas dans l'intérêt du Burkina ou dans l'intérêt des peuples de l'AES. L'Algérie vient pour l'intérêt de ses propres entreprises et pour l'intérêt stratégique de l'Algérie. C'est à nous également d'avoir cette vision et cette approche commune pour imposer à l'Algérie notre volonté stratégique et en mettant en avant nos intérêts également économiques et l'intérêt de nos populations. Il n'y a pas une diplomatie commune. Il n'y a pas d'autre manière de s'imposer et de développer son pays. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Une question qui va concerner cette fois-ci l'AES qui est en train d'être courtisée. L'AES, c'est vrai que l'espace, on ne peut pas vivre en autarcie. Si l'AES devrait s'ouvrir, ça pourrait être au plan géopolitique avec quel pays comme ça? Non. Et pourquoi? Déjà, l'AES a l'obligation d'avoir des débouchés maritimes. Donc, je crois que pendant toutes les crises qui se sont succédées, le Togo s'est montré plus ou moins bienveillant. Donc, je crois que ce serait le premier pays vers lequel on pourrait se tourner. Du reste, nous sommes dans un monde où il ne faut pas vivre en vase clos. Tous ceux qui veulent s'engager dans la dynamique que l'AES est en train de mettre en place sont les bienvenus. Mais, comme on le dit également, qui trop embrasse, mal étreint. Il faut faire attention aux chevaux de Troie parce que la France ne reculera devant aucun moyen pour infiltrer l'AES et l'imploser. Parce que la meilleure manière
de nuire et de détruire un processus, c'est de l'infiltrer et de le détruire de l'intérieur. Pour cela, il y a des pays qui vont se présenter comme étant des pays amis. Je ne veux pas citer des noms, mais suivez mon regard. Ces pays-là viendront bientôt. Voilà, ils feront semblant d'être dans la même dynamique que nous, mais ils ne le sont pas véritablement. Et je crois que les 3 dirigeants de l'AES sont assez avertis pour savoir ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas. Alors, nous sommes presque au terme de l'émission. Docteur, vous avez le dernier mot. On l'a dit, l'AES ne peut pas vivre aussi dans l'autarcie. Il va falloir s'ouvrir à un moment donné à un autre pays. Question de grandir aussi. Alors, quand vous regardez dans la sous-région, en termes de géopolitique, comment est-ce que vous voyez l'amitié probable de l'AES avec un autre pays de la sous-région? Oui, je vais emboucher la même trompette que le grand frère. J'ai toujours pensé aussi au Togo, pour ce qui est donc de comment nous permettre d'avoir un accès facile à la mer. Mais pourquoi seulement le Togo? Oui, quand on prend nos pays voisins avec lesquels nous traitons côté port, que ce soit donc... bon, il y a aussi le Ghana avec le nouveau président qui est arrivé. Peut-être les choses peuvent changer. Mais jusqu'à présent, le Ghana s'est montré réticent. On ne parle pas de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Donc, automatiquement, il nous reste comme débouché le Togo, où le président aussi a fait montre d'ouverture. Et je crois que quand même, ça a aussi empêché que les pays donc l'AES ne soient étouffés, vu donc ce qui avait été donc dessiné par la CEDEAO et surtout la France contre l'AES. Mais je crois aussi que de plus en plus, à mon sens, peut-être je peux me tromper, mais je pense que le Tchad aussi est en train de s'afficher côté, parce que comme l'a dit le président Traoré, la véritable indépendance commence par donc le déguerpissement. C'est vrai que le Tchad est effectivement dans une dynamique voilà. presque même dynamique. Hein. Le Tchad a dénoncé les accords de partenariat militaire avec la France. Oui. Donc, je crois que le peuple... Le Tchad aussi fait face à l'île terroriste. Oui, le peuple est dans la dynamique et ça accroît en tout cas notre espace, notre influence. Mais moi, je vais compter aussi sur même l'évolution des consciences des populations africaines. Dans ce sens-là, je ne vais pas désigner un pays, mais je pense que plusieurs pays, à tout moment de l'histoire, là, peuvent adopter la même dynamique que les peuples de l'AES. C'est-à-dire quoi? Que les peuples, de par leur attachement à la liberté, poussent des militaires patriotes, pas n'importe quel militaire. On en a vu en Guinée ou bien au Gabon, on ne parle pas de ça. Nous parlons donc de militaires patriotes, soucieux donc de l'avenir de l'Afrique, de leur pays là. Les populations, de par la maturation des consciences là, peuvent aussi pousser donc des militaires entre-temps à entrer en scène et à renverser certains régimes, comme en Côte d'Ivoire, comme au Ghana. Bon, au Ghana, on ne sait pas, mais comme au Bénin. Parce que quand vous écoutez un peu les gens qui vivent dans ces pays, que ce soit au Ghana ou en Côte d'Ivoire, moi j'ai beaucoup d'amis qui y sont, mais ils vous disent que on pense que les peuples sont opposés. Non, les peuples sont pour la dynamique de l'AES. Sont les dirigeants fantoches placés à la tête de ces États-là par la France-là qui c'est tout comme Hamzat qui est béninois et qui est pour la dynamique. Pour la dynamique, effectivement. Donc ces dirigeants politiques-là tentent d'être des digues de la marche de l'histoire. Moi, je pense que ces digues ne pourront pas tenir pendant longtemps. Et entre-temps, des militaires verront que toutes les conditions sont réunies à passer à l'acte. Et quand ils vont passer à l'acte, ils pourront avec le temps basculer ces pays-là dans l'espace AES et on pourra grandir. C'est ce que moi je pense. Ça sera donc le dernier mot. Docteur Hyacinthe Ouédraogo, merci d'être passé. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordinateur adjoint du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Merci à vous, Monsieur Martin Sawadogo, pour vos clés de lecture sur ces deux sujets d'actualité. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé. Merci. Merci à vous, Monsieur Suleiman Hamzat. Et désolé, ce n'est pas de notre faute, c'est la connexion qui ne permet pas aujourd'hui la synchronisation parfaite. Nous espérons vous retrouver une prochaine fois avec d'autres sujets d'actualité. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, merci pour votre constante fidélité à cette émission et l'ensemble des émissions de la C360. Et pour ne rien rater, restez scotchés à nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et TikTok. Et merci aussi à l'équipe technique et à très vite. C360 Oui, et souveraine.